Bonjour, merci de nous rejoindre en direct au Salon de l'Agriculture sur le studio du Siècle Vert. Je suis avec Delphine Gay, directrice de l'Union de l'industrie de la protection des plantes. Oui, bonjour, mais directrice de la communication seulement. Directrice de la communication. Stéphane Le Foll avait fixé comme objectif à la France de devenir le leader européen de l'agroécologie. C'était dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, la France poursuit son objectif. Elle veut réduire de 50% les pesticides en agriculture d'ici à 2025 avec un objectif en 2021 à moins 25%. Qu'est-ce que représente aujourd'hui l'industrie de la protection des plantes ? Alors, l'industrie de la protection des plantes, aujourd'hui en France, c'est 19 entreprises qui créent des solutions de protection des plantes pour l'agriculture française. C'est des entreprises qui ont de toute taille, c'est-à-dire des entreprises européennes, des entreprises internationales, on a des entreprises chinoises, mais on a également des entreprises françaises. Donc on a vraiment toutes les tailles, tous les profils, avec un chiffre d'affaires. Cette année, en 2017, c'était à peu près 2 milliards d'euros. C'est combien de salariés ? En emploi direct, c'est 5500 salariés, dont une grosse moitié, à peu près 2700 au niveau des usines de production qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. C'est 19 sites de production de produits de protection des plantes. Alors Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, parle d'une révolution agricole équivalente au moins à celle des années 1960. Comment est-ce que cette industrie se prépare à cette révolution et est-ce qu'elle est capable de relever ce défi ? En fait, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a un pas de temps politique qui est vraiment décalé au pas de temps scientifique. C'est-à-dire que nos entreprises ont déjà anticipé les évolutions et les nouvelles attentes de la société. Je pense que vous allez me poser la question sur les produits de biocontrôle, mais aujourd'hui, c'est environ 10 à 12 années de recherche et d'évaluation pour mettre sur le marché une nouvelle substance active, un nouveau produit de protection des plantes. 12 ans de recherche. Et ça représente quel coût ? Alors, environ 250 millions d'euros par substance. Alors on pourrait se dire avec le biocontrôle, justement, ça sera peut-être moins cher ? Eh bien non, en fait le biocontrôle, c'est toutes les nouvelles solutions qui vont utiliser plus les micro-organismes, par exemple des insectes auxiliaires qui vont aller parasiter les insectes ravageurs de nos cultures. Donc étant donné que là on est sur des organismes vivants, il y a encore plus d'interaction entre les insectes, entre l'environnement, ce qui fait qu'il y a encore plus d'évaluation. Donc en gros, ça ne réduira pas ces 12 années de recherche, ni le coût, parce qu'on a des évaluations supplémentaires, étant donné que ce sont des organismes vivants que nous lâchons dans un environnement ouvert. En clair, il faut effectivement veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur l'écosystème. Exactement. Parce qu'en fait, on a des produits de biocontrôle qui vont à l'avenir associer plusieurs approches. Parce qu'on va utiliser des organismes vivants ou des extraits, ou alors que ce soit des bactéries, des insectes, mais qui peuvent aussi interagir entre eux. Et tout ça fait qu'on s'intéresse beaucoup à l'écologie de la plante dans son ensemble et de l'environnement autour, ce qui fait que vous avez plus de contrôle, ce qui est normal. Mais comme pour les produits phytosanitaires classiques, il y a les produits de chimie de synthèse, les produits de chimie de synthèse mimétique qui vont copier ce qu'ils font dans la nature, ce qu'on utilise en agriculture biologique, et ces produits de biocontrôle qui vont utiliser des organismes vivants notamment. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est nous avons un cadre réglementaire européen qui est le plus strict au monde pour tous ces produits. Ce qui fait que ces nouvelles approches, toujours plus scientifiques, plus précises, demandent des évaluations supplémentaires, ce qui explique ces 12 années d'études. Alors, en termes de pourcentage, quelle est la part aujourd'hui occupée par le biocontrôle ? Alors, sur le territoire national, aujourd'hui, c'est entre 4 et 5% des produits de protection des plantes en France qui sont des produits de biocontrôle. Et demain, dans 10 ans par exemple ? Alors, et demain, dans 10 ans par exemple, on considère que d'ici à 2025, pour vous donner un chiffre proche des demandes du ministre de l'Agriculture, on atteindra entre 14 et 15% du marché global de la protection des plantes en France. Ce seront des produits issus de biocontrôle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin encore ? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nos entreprises, les 19 entreprises, c'est pas des freins financiers, c'est simplement des freins scientifiques. Aujourd'hui, les produits de biocontrôle sont couramment utilisés dans les productions sous serre. Tout simplement parce que sous serre, vous maîtrisez votre environnement. Donc lorsque vous faites un lâcher d'insectes, ils restent dans la serre. Alors que lorsque vous êtes en grande culture, ils peuvent aller dans le champ du voisin. Donc aujourd'hui, les productions sous serre utilisent de plus en plus ces produits. Est-ce qu'on peut arriver complètement à éliminer
par exemple les insecticides dans les serres? Alors, dans les serres, oui, oui, tout à fait, c'est faisable. Alors après, aujourd'hui, quels sont les freins? La problématique est la suivante, nous avons un cadre réglementaire européen et malheureusement, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, le biocontrôle, nous n'avons qu'une définition nationale. Nous n'avons pas de définition de produits biocontrôle au niveau européen. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour nos entreprises d'investir sur seulement la France, un petit marché, alors que généralement, c'est un marché européen. La France, c'est à peu près 5-6% du marché mondial des produits phytopharmaceutiques. Donc à ces 6%, on est à 5% de l'ensemble des produits. Donc vous voyez que ça fait très peu de... Donc la première chose, c'est avoir une définition Exactement, ça européenne. C'est notre attente, voilà, une définition européenne, un cadre européen sur les biocontrôles, motiver les pays du nord de l'Europe, parce que comme vous le savez, ils sont un peu ils comprennent pas cette problématique du biocontrôle. En fait, eux, ils se disent, on a l'agriculture biologique, on a l'agriculture conventionnelle, les deux agricultures utilisent des produits de biocontrôle. Pourquoi créer un nouveau marché spécifique du biocontrôle ? Est-ce que vous pensez que demain, on peut arriver à imaginer une agriculture sans zéro pesticide ? Impossible. La réponse est non. En France, c'est plus de 10 000 bioagresseurs. 10 000 bioagresseurs, les agriculteurs ont besoin de solutions pour protéger leurs plantes. Zéro pesticide. En fait, les pesticides de demain, ils existent déjà, c'est du biocontrôle. On aura toujours besoin de tueurs de peste, en tout cas de produits phytosanitaires, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est que l'agriculture de demain, ça sera une combinaison d'outils à la disposition des agriculteurs ? Nos entreprises, aujourd'hui, elles investissent dans plusieurs secteurs. Le biocontrôle, la chimie de synthèse, qui viendra dans un premier temps et pour de nombreuses années combler peut-être le manque d'efficacité dans un premier temps des produits de biocontrôle, viendront en complément. Vous avez le machinisme agricole, les outils d'aide à la décision, qui sont des outils qui permettent aux agriculteurs d'avoir un traitement de plus en plus précis au bon moment. Et vous avez également la génétique variétale. Aujourd'hui, nos entreprises investissent dans beaucoup de ces domaines pour justement proposer une offre extrêmement large de solutions et les agriculteurs pourront piocher soit dans la combinaison totale, soit dans l'un ou dans l'autre, tout à fait. Est-ce que le changement climatique bouscule aussi la donne avec la chimie ? Alors, il y a deux facteurs qui influencent la chimie aujourd'hui. C'est le changement climatique et c'est les échanges, le marché mondial. On a en moyenne 7 nouveaux parasites par an qui arrivent sur le territoire national. On peut prendre l'exemple de la chrysomèle du maïs qui est arrivée des pays du Sud avec le réchauffement climatique. Après les échanges, on a l'apparition, en tout cas dans les pays proches, de Xylella fastidiosa, une bactérie qui s'attaque à l'olivier. Donc on a sans arrêt, vous savez, depuis les débuts de l'agriculture, c'est une guerre perpétuelle avec l'environnement. On trouve des solutions, mais la nature trouve des solutions, ils vont en trouver des nouvelles. Et ça ne s'arrêtera jamais. Mais vous êtes aussi face à des consommateurs qui sont de plus en plus inquiets sur les risques de ces produits, qui s'inquiètent aussi des pertes de biodiversité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est paradoxal parce qu'on n'a jamais eu une réglementation. En tout cas, on a chaque année de nouvelles connaissances scientifiques qui nous permettent d'affiner les méthodes de détection, c'est-à-dire qu'on détecte tout dans tout et de plus en plus. Et le fait qu'on détecte, nous avons besoin d'expliquer aux consommateurs, c'est pas la présence qui est un risque. Après, c'est les quantités. Nos produits ne sont pas des produits anodins. C'est pour ça que les agriculteurs ont des formations, ils ont tout un accompagnement pour utiliser correctement ces produits. Comme nous, quand nous allons nous soigner, on est malade, et ben on a toute une posologie à respecter. Les agriculteurs, c'est pareil. Mais aujourd'hui, on est un peu les bons élèves. Et comme on est les bons élèves, on est toujours montré du doigt. Parce qu'on est un secteur qui s'est organisé il y a très longtemps. On a une réglementation en France qui date des années 40. Donc, ce qui nous a permis d'emmagasiner une quantité de données qui, aujourd'hui, nous permet de répondre à toutes ces attentes. Les fameux... on teste maintenant molécule par molécule ensemble, celles qui ont les mêmes modes d'action, pour justement voir les effets cumulés. Donc on est les bons élèves parce qu'on a tout cet historique, parce qu'on a toutes ces données, mais plus on communique sur ces études, sur ces évaluations qui ne sont pas forcément bien expliquées au grand public, plus il a peur. Donc c'est un peu paradoxal notre situation. Donc c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus d'avoir une communication directe, un dialogue direct avec les consommateurs et le grand public. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer justement le rôle des grandes agences publiques pour rassurer le consommateur ? C'est une vraie question parce que la problématique se pose aussi sur les vaccins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'ANSES, notre agence nationale, qui évalue tous les produits que nous commercialisons. Mais le problème, c'est que
souvent leurs évaluations peuvent être détournées. Et pas seulement par des opposants à l'agriculture ou par méconnaissance. Je pense plutôt que c'est par méconnaissance, mais on a aussi peut-être une demande vis-à-vis des élus d'essayer de ne pas remettre en cause, comme on l'avait vu il n'y a pas très longtemps avec Nicolas Hulot qui remettait en cause les décisions de l'ANSES. L'élu a des décisions politiques, l'ANSES a une évaluation scientifique. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à utiliser ou à détourner des évaluations scientifiques pour asseoir des positions politiques. Oui, mais vous savez bien que certains grands noms de la chimie ont eux-mêmes pas toujours été non plus à la hauteur. Alors, non, on va pas utiliser l'entreprise américaine pour ce sujet. Non, je pense qu'il y a... nos entreprises ont, dès le début, en tout cas aujourd'hui, vous avez un site qui vous permet d'avoir accès à toutes les données d'évaluation. Quand même, nos entreprises communiquent. La transparence et le dialogue, c'est vraiment on aurait peut-être dû le démarrer plus tôt. Ça, c'est possible, cette discussion avec le grand public. Donc aujourd'hui, aller à la rencontre du consommateur, lui expliquer. Oui, c'est une priorité pour nos entreprises et pour notre secteur, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi plus généralement la place de la science aussi qui est remise en question dans nos sociétés ? Dans l'agriculture, on a énormément d'innovations scientifiques rapides, je veux dire, avec une croissance et une intégration dans nos modèles agricoles qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on n'a plus le temps, nous, en tant que consommateurs, de pouvoir intégrer toutes ces évolutions. Et à un moment donné, comme vous n'avez plus de repères ou de connaissances, vous avez peur de choses que vous ne connaissez pas, tout simplement. Tous ces objectifs, est-ce que vous les avez partagés avec le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume ? Eh bien non, il n'a pas encore accepté de nous rencontrer, mais nous espérons que le Salon de l'Agriculture nous permettra de discuter avec notre ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous avez senti des réticences ? Eh bien écoutez, en tout cas le précédent ministre n'avait pas voulu nous rencontrer. Nous espérons que les entreprises, en tout cas de l'agriculture, pourront rencontrer leur ministre quand même. Merci Delphine Gay. Merci à vous.